Ok. La semaine dernière, qu'est-ce qu'on avait vu? Qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu les 4 forces qui s'affichent sur l'avion, à savoir celle qui est vers le haut. Voilà, celle qui est vers le bas. La gravitation, le poids. Le poids, la gravité, ouais. Celle qui est vers l'avant. La traction. Et celle qui est vers l'arrière. La traînée. Et on avait vu... Je vais baisser un peu. Oui. Et on avait vu aussi la formule, normalement, de RZ, donc de la traction, de la portance, pardon. 1/2 de ρ, V au carré, la surface, fois un coefficient qui dépend de l'incidence. Vous vous souvenez, l'incidence, c'était quoi? C'est par rapport à la trajectoire de mon avion, à quel point mon avion il est comme ça par rapport à la trajectoire. Mais attention, si ma trajectoire elle est vers le bas, c'est l'angle entre l'avion et ma trajectoire. Ok? On va voir aujourd'hui qu'il y a le fait que l'avion il soit penché vers le haut ou vers le bas, c'est l'assiette. C'est pas la même chose que l'angle par rapport à la trajectoire. C'est un autre angle ça. Et on va faire un dessin où il y aura les 3 angles. Ok? Oui. C'est quoi cette équation? On va le faire. Hein? Ça, l'équation, c'est l'équation qu'on a vue la semaine dernière. Faut que tu vois le replay de la semaine dernière. Rho, c'est rho de quoi exactement? Rho, c'est un masse volumique. Mais de quoi? De l'air. Et S? On l'a vu la semaine dernière. Il faut que tu regardes les vidéos avant de venir. Hein. S, c'est la surface de l'air. Donc ça, des ailes. Ça, c'est un mètre carré. Ça, c'est des mètres carrés. Ouais. Ça, c'est des mètres par seconde qu'on met au carré. Ça, c'est un coefficient. Et ça, c'est des... Je crois qu'on n'en a pas parlé. Kilogrammes par mètre cube, non? Alors, l'unité officielle, voilà, c'est kilogramme par mètre cube. Ou gramme par mètre cube, je sais plus. Le coefficient, c'est de quoi exactement? Ça? Oui. C'est un coefficient. Est-ce que vous savez de quoi on avait parlé la dernière fois? Il évolue comment ce coefficient? C'est la polaire. Voilà, on fait la polaire comme ça. Avec, ici on avait mis CX, ici on avait mis CZ. D'accord? Donc ça c'est la traînée, ça c'est la portance. Il y avait des points importants? La finesse. Ouais, le point de finesse il est où? Le plus à gauche possible. Non. Le plus à gauche c'est celui... Alors le plus à gauche c'est celui qui est ici. C'est le point qui va être de traînée minimale. Mais la finesse, c'est pas ça. Ouais. C'est le point de tangence. Ouais. Je prends la droite ici, j'essaye de la coller le plus possible. Et ça, c'est le point de finesse max. Les 2 autres points à savoir, le point qui est le plus en haut, même si on voit pas qu'il est en haut chez moi, mais c'est le point de... C'est quoi là? Qui est le plus en haut? Voilà, la portance max, exactement. Oui, il est horizontal. Voilà. Et ensuite, il nous en reste un dernier. C'est le décrochage. Le décrochage. Ok. C'est bon pour tout le monde l'idée? Le truc en bleu, c'est... Finesse max. C'est quoi le... La finesse, c'est la capacité à planer. Et encore une fois, regarde le cours de la semaine dernière. Ça marche. Ok? Mais c'est des bonnes questions, c'est juste regarde-le parce que ça t'aidera bien sur ce qu'on a expliqué. Ça a fait un rappel pour tout le monde, c'est bon? Ok, donc ça c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Cette semaine, on va voir des trucs encore plus cool. Ça va être la séance peut-être la plus lourde mentalement, parce qu'on va avoir plein d'effets différents, mais encore une fois, ne vous inquiétez pas, je vais en reparler 150 fois à chaque fois, donc voilà. Donc on a vu les 4 forces. Portance vers le haut, poids vers le bas, traction vers l'avant, traînée vers l'arrière. Petite question, tiens, bonus. Mon avion est comme ça. Vers où est la portance? Réponse A, comme ça. Réponse B, comme ça. Réponse C, comme ça. Romain. Réponse B, toujours perpendiculaire. Alors perpendiculaire à quoi en fait? Pas aux ailes. À la trajectoire. Donc en fait là, c'était aucune des 3 réponses. Ça dépend. Si mon avion il va comme ça, ma portance elle est ici. Ça dépend pas des ailes, ça dépend de la trajectoire. Donc ça, il faut faire attention. C'est les trucs où je vous avais dit la dernière fois que vous feriez avoir. Félicitations. On gagne à tous les coups. Ok? La portance, elle est toujours perpendiculaire à la trajectoire. La trajectoire, ça veut dire... Si mon avion il va comme ça, oui. Ma portance elle est comme ça. D'accord, elle est perpendiculaire. Perpendiculaire à la trajectoire. Ok? Et pas aux ailes.
Parce que souvent, on croit que c'est par rapport aux ailes. Donc, tout ça, on l'a déjà dit, d'accord? Sauf que ces forces-là, elles vont évoluer en fonction de ce que je fais. On va voir le premier truc, le palier. Qu'est-ce que ça veut dire un avion qui est en palier stabilisé? Il est à la même altitude. Voilà. Par exemple, mon avion, il peut être comme ça. S'il avance comme ça, toujours à la même altitude, il est en palier stabilisé. Souvent, l'image que vous en avez, c'est souvent comme ça, là, à plat. Sauf qu'un palier, c'est vraiment lié à ma trajectoire. Ok? Donc, encore une fois, j'insiste sur ça, mais parce que c'est important. Donc, en palier, ici, vous allez écrire que c'est un palier. Ah merde, pardon. Si je veux. Ok. C'est en palier stabilisé. Nous, on va étudier qu'en palier stabilisé. Palier non stabilisé, on ne le verra pas. Nous, on voit les moments où l'avion, ça y est, il est bien propre dans sa trajectoire. Ok? À ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Je vais essayer de garder toujours les mêmes couleurs pour mes forces. Je risque de me louper, je vous le dis, mais je vais essayer. Le poids, je vais essayer de toujours le faire en rouge. Mon poids. Ma portance, je vais essayer de toujours la faire en bleu. On la note R, Z. Vers le haut, c'est Z. J'ai quoi qui me tire vers l'avant? Je vais essayer de le faire en vert. Ce sera là. Traction. Alors effectivement, traction et poussée, ça revient un peu au même. Ça dépend des avions. Il y a des avions, ils poussent vers l'arrière, mais ça fait une force vers l'avant. Donc la force est bien vers l'avant. Dans tous les cas, traction et poussée, c'est la même chose. Mais je préfère l'appeler traction pour pas que vous mélangiez. Et en arrière, c'est quoi? La traînée. Qui se note Rx. Vous remarquerez qu'à chaque fois, je fais des vecteurs. Ok? C'est quelle page tout ça là? C'est page 22. Voilà. Ok? Qu'est-ce qu'on peut dire quand je fais des forces comme ça? C'est que mon avion, pour qu'il aille tout droit, alors il peut être penché, il peut être des choses comme ça, mais en tout cas, pour qu'il aille tout droit, ça c'est forcément égal à ça, et ça c'est forcément égal à ça. Ouais. Tout le monde en est convaincu. Ça c'est un cas très simple. Elle n'a pas d'effet sur elle, elle n'a pas fait d'effet sur elle. Comme ils sont à la perpendiculaire, tout se passe bien, c'est facile. C'est le cas facile des forces. Et après on va faire des cas un petit peu moins faciles avec des trucs qui sont un peu... On est ici dans la vidéo P24. Pour info. Ouais, c'est ça, P24 de chez Angel Aero. Aero Angel. Monsieur, avant, c'est juste la traînée, c'est quoi? Quoi? La traînée, c'est quoi? La traînée, elle est composée de deux choses. La traînée qu'on appelle la traînée induite et les traînées parasites. Vous vous en souvenez qu'on en a parlé la dernière fois? La traînée induite, ça vient du fait que y a de la pression au-dessus, de la pression en dessous et ça veut se rééquilibrer, donc ça a tendance à retirer. Deuxième effet, on avait dit que ça avait pour effet de faire, j'ai beaucoup de pression ici, pas de pression ici, de faire des tourbillons marginaux. Ok? Vous vous en souvenez de ça? Donc la traînée induite ici, elle fait des tourbillons marginaux. Et c'est un vecteur vers l'arrière, tout ça. Oui. Marginaux. Alors on peut le rajouter, c'est des rappels de la semaine d'avant, ça fait pas de mal de toute façon. Les traînées parasites, elles venaient de quoi? Est-ce que vous en souvenez? Mystique. Ouais, alors elle peut venir de l'aile, d'accord, de l'accroche, donc des frottements entre l'air et l'aile. Oui. Du vent, de l'air chaud qui monte ou de l'air froid, enfin, la météo. Non, pas trop, pas les traînées parasites. Pas du gel aussi. Ouais, alors ça joue sur la qualité de la surface. Et on avait parlé aussi de la forme du profil. Je sais pas si vous vous souvenez, mais si j'essaye de faire voler un cube, ou si j'essaye de faire voler ça, si j'ai du vent là ou là, ça fait pas du tout la même chose. Donc la forme de mon aile, si j'ai une aile qui est sous forme comme ça, si j'ai une aile qui est sous forme comme ça, etc., ils n'auront pas les mêmes traînées de profil. Ok? C'est en gros ça qu'il faut retenir pour la semaine dernière. Monsieur, Oui? Je t'écoute?
Je vois pas ce que vous êtes en train de faire en fait. La caméra est. Je vois pas ce que vous faites en fait. Là, c'est mieux? Attends, je vais essayer de regarder. Hop. Bon, si, là, on y va, là. Non? Parce que si je fais ça, c'est mieux. C'est mieux? Pas mieux? Non, faut mieux arrêter la lumière. Bon, ok. Alors, je vais relire ce que j'ai écrit. Je relis ce que j'ai écrit, mais c'est ce qu'on avait écrit la dernière fois. La traînée, elle est composée de deux grands trucs. La traînée induite, qui va créer des tourbillons marginaux. Cette traînée, elle est créée car il y a une portance. Hein. C'est le fait qu'il y ait une différence de pression entre le dessus et le dessous qui crée qu'il y a une traînée induite et qui fait des tourbillons marginaux. Ensuite, les traînées parasites, qui sont liées au frottement de l'air et à la forme du profil. En gros. Il y a d'autres choses, mais on s'arrête là. C'est bon pour tout le monde? Donc ça, c'est rappel de la semaine dernière. Alors maintenant, il faut que je garde les mêmes notations. On va voir ce qui se passe quand je suis en montée. Merde. Hop. En montée, à votre avis, petite question comme ça, avec votre intuition, est-ce que la portance, elle est plus grande ou plus petite que le poids? Elle est plus grande que le poids. Et c'est faux, elle est plus petite. Et là, vous allez me dire, c'est pas possible, je suis en train de monter, la portance, elle est forcément plus grande. Et bien vous allez voir qu'en fait, effectivement, c'est une arnaque. C'est que c'est l'attraction qui prend le relais. Dès que ma télécommande voudra bien remarcher. Merci. Allez, on va essayer de refaire le même dessin. Il va falloir que vous me redisiez les couleurs que j'ai utilisées, parce que j'en ai pas la moindre idée, bien entendu. Hop. Alors, j'ai utilisé le poids en rouge. Le poids, on est d'accord que il est à la verticale. En plus, il est vraiment au pire endroit sur mon tableau. Hein. Le poids, il est là. Vous êtes d'accord? L'attraction, je l'avais faite en verte. L'attraction, elle est dans le sens du mouvement. Ok? Donc là, pour l'instant, on va faire un sens du mouvement qui est exactement pareil que l'axe de l'avion, mais voilà. Donc l'attraction, elle est là. La portance, elle est en bleu et elle est perpendiculaire à l'attraction et au mouvement. Donc là, j'ai mon RZ. Et là, j'ai mon traînée. RX. Ok? Là, normalement, vous ne regardez pas ça pour l'instant. Je vais refaire le dessin au milieu maintenant que vous avez compris. Ok? C'est bon? Je le refais ici pour avoir de la place. Ok. Ok, j'ai refait mon dessin. Ok. Alors, pourquoi je l'ai refait? C'est pour bien vous expliquer. Sur le schéma, là-bas, j'ai peur d'être un peu tassé. Quand on fait des forces, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on va essayer de tout compenser. Le problème, c'est que celle-là, elle n'est pas sur les mêmes axes que les autres. Donc c'est chiant, je ne peux pas facilement l'additionner avec tout le monde. Ok? Donc ce que je vais faire, alors ce qu'on pourrait faire, c'est prendre tous les vecteurs, faire ça, hop, faire ça, Rx là, T ici, alors je le fais très mal, je l'ai fait vraiment extrêmement mal, effectivement, parce que là ça ne marchera pas ce que je fais. Bon, je le fais pas comme ça, je vais continuer comme j'étais en train de faire. Ce qui est sûr, c'est que mon poids, est-ce que vous êtes d'accord? Vous avez déjà vu les vecteurs? Oui. Ouais. Les vecteurs, je peux dire que P, faire cette direction-là, c'est comme si j'avais fait ça, plus ça. Je sais pas si vous le voyez, c'est censé être aligné, hein, tout ça. En gros, c'est l'hypoténuse de. Ouais, c'est l'hypoténuse de ce triangle rectangle, ouais. D'accord. Ouais, mais on va pas parler en longueur pour l'instant, on va juste parler comme ça. Ce qui est sûr, c'est que si j'oublie P, et que je prends ce petit rouge là, ce petit rouge, il est sur le même sens que le bleu, et que le vert et le noir. Oui, il est parallèle. Il est parallèle. Donc en fait, si je mets Rx ici, et que je mets mon petit rouge ici, hop, théoriquement, il faudrait que le vert soit égal au noir plus au rouge. Vous le voyez? Oui. Pour que ça marche, pour que
ça et ça fasse 0, il faut que le vert soit égal au noir plus au rouge. Et ensuite, il faut que... j'ai plus d'autres couleurs. Je vais prendre une couleur de mes crayons magiques là. Non, je vais pas le faire. Il faut que celui-ci là, je sais pas comment le faire, je vais l'entourer là. Celui-ci, le rouge pointillé qui est au milieu du bleu, il soit égal à ça. Si j'oublie que j'ai cette force qui existe, et que je te dis, le poids en fait, je vais dire que c'est un peu une force comme ça, un peu une force comme ça, bah, je peux prendre celle-là, la mettre ici, et celle-là, elle doit être égale à celle-là. Est-ce que vous le voyez à peu près? Une question. Juste, est-ce que vous pouvez mettre un peu de temps en plus pour expliquer les forces de. Ouais. Alors, force. Ça, c'est la traction. Le poids, Mon avion, le poids, on le connaît déjà. il est tiré vers là. D'accord? La portance, elle est perpendiculaire à ma trajectoire. Donc, si ma trajectoire est comme ça, ma portance, elle est comme ça. Elle est due à quoi? La portance? Oui. À la vitesse Et la vitesse? de l'avion. Alors, quand la vitesse elle augmente, la puissance elle augmente. Oui. Et la traction, c'est à l'altitude. C'est l'hélice. La traction, c'est l'hélice qui tourne, qui tire l'avion vers l'avant. D'accord. Du coup, ici, c'est la partie la plus dure du cours, ok? Donc, je vous le dis, pour tout le cours, ce sera ça le plus dur. Ma traction, elle me tire vers l'avant. Ouais. Ma portance, elle me tire à la perpendiculaire de ma trajectoire vers le haut. Alors, ici, c'est pas la verticale, vu que mon avion est en train de monter, ça va être comme ça. Mes frottements, ils m'empêchent d'aller vers l'avant. Donc, les frottements, la traînée, c'est les frottements, ils me tirent vers l'arrière. Et le poids, peu importe dans quel sens va mon avion, le poids, il va toujours vers le centre de la Terre, donc vers le bas. Ça va? Maintenant, comme c'est une force, en physique, on a le droit de décomposer les forces en deux autres forces. C'est que ma force. Quand je tire un stylo comme ça, donc vers mon stylo bleu, c'est comme si je tire mon stylo un peu vers là et un peu vers le bas en même temps. Tirer comme ça, c'est tirer comme ça et tirer comme ça en même temps. Les deux au même endroit. Donc quand je tire comme ça, ce qui va se passer, si je tire assez fort, comme j'ai tiré vers la gauche, merde, je vais le mettre là. Comme j'ai tiré vers la gauche, mon stylo se tire vers la gauche, et comme je tire vers le bas, mon bouchon s'enlève. Parce que quand je tire en bas à gauche, je tire en bas et je tire à gauche en même temps. Ouais. En fait, ça fait deux vecteurs. Ça fait deux vecteurs. Mon grand vecteur rouge, c'est celui-là plus celui-là. Et pourquoi j'ai choisi ces deux-là? C'est pour les ramener dans les mêmes axes que les autres en fait. Comme ça, c'est plus simple. Ouais. Est-ce que ça veut dire que pour que l'avion il avance, qu'elle ait de l'altitude justement, il faut que sigma, la force de T plus la force de R, soit plus grande que sigma, la force de R plus la force de poids? Rx c'est... Presque. Alors je dis bien. Le poids, est-ce que vous êtes d'accord? Je peux le décomposer en un grand poids et un petit poids. Un petit poids. Il n'y a pas de carotte avec. Je vais l'appeler P grand et je vais l'appeler P petit. Je leur donne des noms. Donc P petit, il va être ici. Vous êtes d'accord? Et P grand, il doit être égal à RZ pour que ça marche. Donc en fait, on en arrive à deux équations qu'on va pas forcément écrire, mais on peut les écrire. La traction doit être égale. Merde. La traction doit être égale à quoi? Alors, Rx plus P petit. Là on est en train de faire des vecteurs, mais si on veut le mettre au niveau des valeurs, Voilà, ben, je vais les faire en valeur. est-ce que c'est égal? Parce que... Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Ça, c'est la première chose. Il faut que ma traction soit égale à mes frottements pour quand même avancer. Et en même temps, compenser le fait que le poids me tire vers le bas. Comme je suis en train d'essayer de monter, le poids a tendance quand même à me tirer un peu vers le bas. Et donc à me freiner. Ok? Et la deuxième équation qu'on peut écrire, c'est qu'il faut que ma portance, elle soit égale à quoi? À mon P grand. En valeur. Est-ce que ça va l'idée? Mais si on dit ça, ça veut dire que l'avion il avance pas. Si. Et Alors, Rx, j'y viens. Je finis ça, d'accord? Est-ce que ça va à peu près? L'idée. Ce qui est important, c'est de regarder qu'est-ce qui est le plus grand entre P, c'est-à-dire la diagonale, et P grand qui est ici. Et la diagonale. La diagonale est forcément plus grande que le côté. Donc P grand, il est plus petit que P.
Vous êtes d'accord? Regardez ce qu'on vient de conclure ici. Donc, RZ est plus petit que P. On vient de prouver que ma portance, quand je suis en train de monter, est plus petit que mon poids. Et ça, c'est what the fuck. On se dit toujours, je suis en train de monter, donc ma portance, forcément, elle est plus grande. Je suis en train de monter. Et non. La portance est plus petit que le poids. Parce que ce qui compense, en fait, c'est la traction. La traction, elle se bat contre une partie du poids. Vous le voyez, ça, ou pas? Oui. Roman? Mais je comprends pas parce que si la traction c'est égal au poids petit plus à la traînée, Ouais. normalement on n'avance pas. Alors, Ça a l'air. justement, j'y viens. En fait, un objet, si la somme des forces qui s'appliquent sur cet objet fait 0, Avance pas. ça avance encore. Par contre, ça n'accélère pas. Un objet qui est soumis à une somme de force qui vaut 0, par exemple, je prends une balle. Je prends une balle, je la fais rouler. Ok? Horizontale, uniforme. Par défaut, si on suppose qu'il n'y a pas de frottement, pour faire simple, par défaut, ma balle, elle roule à l'infini. Je prends un objet, je le jette dans l'espace. Un objet que je jette dans l'espace, est-ce qu'il est soumis à des forces? Non. S'il est loin des planètes, il est soumis à aucune force. Il continue à l'infini dans l'espace. Pourtant, il avance. Il n'y a plus de force qui s'applique, pourtant il avance. Exactement. En gros, si on peut raisonner soit en termes de force, soit en termes d'énergie. En termes de force, il y a une loi que vous verrez un peu plus tard. La somme des forces appliquées à un objet, ça change son accélération. Ok? En gros, un objet, tant que j'y touche pas, tant que je lui applique pas des nouvelles forces, il continue en ligne droite à vitesse constante. D'accord? Et au moment où je vais appliquer d'autres forces en plus qui viennent changer la somme qui sera plus nulle, dans ce cas-là, je vais changer sa vitesse, il va accélérer, ralentir et tout ça. Là, on parle d'une montée stabilisée. Je ne l'ai pas écrit. Stabilisée, c'est-à-dire Uniforme. à vitesse constante, ouais, uniforme, c'est-à-dire uniforme. Et le vecteur A, c'est quoi, Peter? Là, c'est l'accélération. Bon, c'était là, vous n'allez pas le savoir ça. Ce qu'il faut retenir de tout ça, et je vais essayer de faire un deuxième dessin, tu me diras peut-être que ça marchera mieux pour toi. Ok? Je vais reprendre le même dessin. Je vais essayer de le faire aussi bien qu'avant. C'est pas gagné. Ok? C'est perpendiculaire, tout le monde le voit? J'espère que tout le monde le voit parce que... À peu près ça. Ok. À peu près ça. Ok. Alors, est-ce que vous êtes d'accord que j'ai fait exactement le même dessin? Ouais. Je vais changer un petit truc. Je vais essayer de vous montrer que comme on est avec des forces, on peut projeter autrement. Vous, ce qui vous a perturbé, c'est de changer le poids, de dire qu'il y a une partie qui est vers là et une partie qui est vers l'arrière. Ben, je vais tout changer, je vais tout placer dans le même axe, dans l'axe du poids. C'est-à-dire que je vais mettre... Oh putain, pardon. Zut. Je vais tout placer comme ça, sur un axe vertical et un axe horizontal. J'ai le droit, hein. Les forces, j'en fais ce que je veux. Ça va être beaucoup plus chiant, je vous le dis. Hein. Bon, je le fais parce que vous me l'avez demandé. RZ, vous êtes d'accord que ma portance, ici, elle fait quoi? Elle fait deux choses. Elle me tire vers le haut. Ce que je vais appeler RZ grand. Je suis original depuis tout à l'heure, je continue. Hein. J'ai un truc qui me tire vers l'arrière, que je vais appeler RZ petit. Ok? Maintenant, mes frottements, ils font quoi? Ils me tirent vers l'arrière, RZ, non, RX. Alors là, ce serait RX grand dans ce cas-là. Mais ils me tirent aussi vers le bas, RX petit. Je vous avais dit que ce serait chiant? Oui? Bon. Maintenant, T, il me tire vers l'avant, T grand, et il me tire vers le haut, T petit. C'était un peu chiant, mais on a fini. Je
Je peux effacer cette partie? Alors regardez. Ce que je vais faire, je vais écrire deux équations selon les deux axes. Premier axe, l'axe vertical. J'ai quoi comme force dessus? Qui me tire vers le haut. T petit plus RZ grand égale Rx petit plus le poids. Les deux qui me tirent vers le bas. Et qu'est-ce qui me tire vers l'avant? Bah, j'ai plus qu'un truc qui me tire vers l'avant. T grand égale, qu'est-ce qui me tire vers l'arrière? RZ petit plus Rx grand. C'est hyper cool. J'ai le droit de faire ces équations-là. Par contre, à interpréter, c'est très chiant parce que là, c'est pas mes forces correctement. Là, ici, ce qui était bien, c'est que je comparais RZ avec une partie du poids et je sais que cette partie est plus petite que le poids total. Donc, c'était plus pratique de le faire sur ces axes-là. Mais en termes de physique, j'ai complètement le droit de faire ça. D'accord? Et en vrai, on pourrait simplifier. Je vous le montre pas parce que c'est hyper chiant, mais on pourrait simplifier pour revenir à ça là-bas. Si je ne me trompe pas, monsieur, la freinée elle doit diminuer avec l'altitude parce qu'on a l'atmosphère qui va. Ouais, mais là Il y c'est. aura moins de Pascal donc. Ouais, mais ça c'est sur une autre partie. Là on parle vraiment de. On prend pas l'air en compte, on essaye juste de voir les forces pures. Ok? Mais je suis d'accord avec toi. Est-ce que ça va à peu près l'idée? Donc ça, je l'ai fait pour vous montrer qu'on peut le faire, mais ça sert à rien. Enfin, ça nous aide pas quoi. On a introduit 12 000 trucs, et au final, on peut pas vraiment interpréter, si ce n'est de dire, ma traînée, ma traction, elle doit compenser à la fois les frottements et à la fois une partie du poids. Un peu des deux. D'accord? Mais ça ne nous aide pas plus que ça quoi. Ok? Ça va l'idée? Je peux effacer la partie de droite qui sert à rien. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que quand je suis en montée, c'est un truc pas logique, mais ma portance est plus petite que le poids. Ok? Parce que c'est la traction qui m'aide à compenser une partie du poids. Ça va? Je vous ai pas trop assommé? Un peu? Ok. On prend ce dessin, on lui fait faire un quart de tour et on est en descente. C'est la même chose. En descente, qu'est-ce qui va se passer? Hop, je vais essayer de le mettre. Alors, en descente, on va avoir la même blague. En descente, bien sûr, attention, on va être en descente stabilisée à vitesse constante. Hein. Donc en descente uniforme à vitesse constante. Bien sûr, si on n'est pas à vitesse constante, tout ça c'est plus vrai. Hein. Si je prends de la vitesse, ça veut dire qu'il y a plus de trucs qui me tirent vers l'avant que ce qui me freine. Donc dans ce cas-là, ça ne marche pas. Ici, si on reprend les différents trucs, le poids est là. La portance en bleu, je crois. C'est ça. La traction vers l'avant. La traînée vers l'arrière. Et on voit que le poids, si je le décompose en deux, la partie du poids qu'on avait appelé poids grand, là, il doit être égal à la portance. Donc comme la diagonale est plus grande que le côté, le poids il est comment par rapport à la portance? Encore plus grand. Et là vous allez vous dire quoi? Ben oui. En descente, la portance est encore plus petite que le poids. Bon ça c'était un peu plus intuitif, on va se dire, on est content, on est en train de descendre, on dit c'est normal, ouais. Mais le poids, il reste le même, il ne change pas de valeur. Le poids il change pas. Bon sauf quand on perd du carburant, mais pour vous c'est toujours poids constant. Hein. Ok, vous n'aurez jamais des trucs compliqués. On est en BIA, hein. On n'est pas en études d'ingénierie d'aéronautique pour l'instant. Ok, donc vous ne stressez pas sur les équations non plus. Les équations à connaître, c'est les formules portance et traînée. Ok, et savoir dire, je suis en montée à vitesse constante. Est-ce que ma portance est plus petite ou est-ce que mon poids est plus grand? Voilà ce qu'il faut savoir. C'est quoi l'équation de traînée? Non. C'est la même que la portance, sauf qu'on change Oui, CX on par change, CZ. CZ par CX. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Le truc, c'est que ici, si on regarde, regardez la petite portance du poids, elle est où, cette fois? Ah. Ah ah. Le R, non, le P petit, cette fois, il est vers le bas. Ça veut dire quoi? Exactement, le poids t'aide à descendre, ce qui paraît intuitivement logique.
Mais là, on le voit bien. Le poids, il m'aide à descendre. Et il compense ça. Donc, si je veux descendre à vitesse constante, est-ce que j'ai besoin de mettre autant de traction? Pas du tout. Pour descendre, le moteur, on peut le réduire, il n'y a pas de souci. Ok? On descendra bien. Comment ça s'appelle quand on a une traction nulle? Traction nulle. Si une traction nulle, c'est-à-dire t égale 0, hein, c'est ce qu'on appelle planer. Si on ne met pas de moteur, on est en train de planer. Ouais. On vole planer. Et dans ce cas-là, on est à la finesse. Si on est pile poil à l'endroit où tout se compense, on ne peut pas faire mieux. Ok? Monsieur, je comprends toujours pas. Si on dit que la traction est égale à la poids et la traînée ensemble, comment on avance? Je comprends toujours pas comment on avance. Par défaut, comme tout est égal, on a une certaine énergie cinétique, comme disait Matisse, on garde cette énergie cinétique, on garde la vitesse qu'on avait déjà. On n'est pas en train de freiner, on n'est pas en train de décélérer, et on n'est pas en train d'accélérer. On garde une vitesse constante. Décélérer, il faut faire quoi, là, Dans ce cas-là, je réduis le moteur, ça va décélérer. Mais là, on parle, ici, on est dans un mouvement uniforme, c'est-à-dire vitesse constante. Mais si on était en accéléré, ça veut dire que la traction elle serait plus grande. Oui, mais vous n'avez pas à voir les mouvements ni accélérés ni décélérés. Vous êtes que dans les cas faciles de la vitesse est constante. Vitesse constante quand je vais tout droit, vitesse constante quand je suis en train de monter, vitesse constante quand je suis en train de descendre. Et là, monsieur, Les autres équations sont trop compliquées pour vous pour l'instant. Enfin, pour une partie d'entre vous. il est quoi Ton masque, s'il te plaît. On peut prendre ça comme un repère RZ et RX. Si on fait. Oui, c'est le repère XRZ qu'on utilise. Ça, c'est vraiment un repère. Là. Oui, oui. Si je peux le... Oui, si oui. on augmente dans le X, Oui. on augmente dans Z. C'est bon? Ça va à peu près? Allez, on a fini la partie dure maths pour aujourd'hui. Il nous en restera un tout petit peu à la fin, mais c'est un micro truc. On va faire la partie sympa qui sert quand on pilote. Ce qui va être cool. Alors, on m'a posé la question tout à l'heure, j'y réponds maintenant. Les noms des 3 axes, vous en souvenez? Et on va être à la P14. Hop, et je vais rééteindre la lumière du coup, temporairement. Alors, premier axe, ici, sans regarder le schéma. Celui-là, c'est le plus simple. Roulis. Ensuite, celui-là. T'engages. Celui-là. Lacé. Ok? Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, on va augmenter un petit peu par rapport à ça. On en avait déjà parlé. On va partir d'un truc, c'est que le pilote, il commence par une, je vais le faire ici, toujours par une commande. Cette commande, c'est-à-dire, par exemple, le manche, par exemple, les palonniers, vont avoir un effet sur une gouverne. Ça va me changer un certain angle. Jusque-là, ça va? Et ça va avoir, des fois, un effet induit, c'est-à-dire un effet indirect qu'on ne voulait pas forcément au début. Et tout ça va jouer sur la stabilité. Ok? On va faire un tableau comme ça à la fin où on va un peu résumer tout ce qu'on va voir dans les prochaines slides. L'avantage, c'est que ce tableau, normalement, vous devriez être capable de le faire à peu près tout seul, quasiment. Ok? Donc, on va commencer simple. Et oui, je vais rajouter un truc avant. Hop. L'angle, on va le voir sur un certain contrôle, c'est-à-dire un appareil, d'accord? Et on aura aussi un effet, du coup, effet induit, et j'ai dit quoi d'autre que j'ai oublié? Effet induit et... il en manque un. C'est quoi que j'ai oublié? Bon, je sais plus, je verrai après, c'est pas grave. Ok. Donc on va parler de l'axe de tangage, et l'axe de tangage, c'est le P16. Hop. Alors, l'axe de tangage, P16, hop, comment je change l'axe de tangage? Donc ici, j'aurais pu mettre angle ou axe. Je vais le mettre au-dessus. Ok. Hop. Je vais rajouter une ligne. Axe, commande. Voilà.
Gouverne. Ok. Quand je veux faire l'axe de tangage, sur quelle commande je joue? Roman. L'axe de tangage, c'est comment? C'est comme ça. Je joue sur quoi pour piloter? Allez, Nathan. Sur le manche. Et dans quel sens? Ok, donc là ici, ça va être le manche, avant, arrière. Ok. Bon, je vais vous donner le vocabulaire en anglais tant qu'on y est. Donc ça, ce tableau-là, moi personnellement, quand je le fais à la page, sur une feuille à part en fait, parce qu'il n'y a pas la place. Ouais, faites-le sur une page à part. L'axe de tangage, en anglais, ça se dit pitch, comme le dessert là au chocolat. Pitch. Le manche, ça se dit comment en anglais? Alors, yoke, ce serait le volant, ouais. Sinon, le côté manche bâton. Stick, comme un bâton. Stick, yoke. Et il existe un dernier qu'on n'utilise pas trop, wheel. Wheel, c'est plutôt le volant, quoi. Ok? Bon, en français, on dit volant. Hein. Voilà. Donc, manche, avant-arrière. Qu'est-ce qui change sur mon avion quand je bouge le manche d'avant en arrière? Est-ce que, Roman, tu veux essayer de te rattraper? Quelle est la partie de l'avion qui bouge quand je bouge le manche d'avant en arrière? Oui, c'est en bas et Jaune ou blanc? blanc. Blanc. Est-ce que vous êtes d'accord, les autres? Oui. Oui, c'est la gouverne de profondeur. Exactement. Gouverne de profondeur. Ok. Qu'on appelle en anglais, c'est vrai qu'il faut que je vous donne l'anglais, elevator. Oh, ils ne se sont pas fait chier, hein, comme un ascenseur. C'est cool, hein. Au moins, c'est ce qui permet de monter et descendre. C'est quel angle qui change? Ouais. C'est l'axe sur l'axe de tangage. L'axe de tangage, et ça change quoi comme angle? L'assiette. L'assiette. Ça change. L'assiette, ça change. L'angle de trotte. Non. L'assiette, c'est à quel point mon avion il est comme ça ou comme ça. Vous êtes d'accord? Mais ça, c'est l'axe de l'avion par rapport à l'horizontale. Ça va changer aussi, on avait dit, l'incidence. À quel point mon avion il est penché par rapport à sa trajectoire. Ok? Et ça change aussi la trajectoire, forcément. Donc, la pente. Voilà un petit peu les trois que ça change. Ok? Maintenant, je vais demander à Roman, parce que je sais que tu aimes bien. Je tire sur le manche. Je tire vers moi. Mon avion, est-ce qu'il monte ou est-ce qu'il descend? Si je tire le manche vers moi, il monte. S'il monte, est-ce que ici, ma gouverne de profondeur, est-ce qu'elle se baisse ou est-ce qu'elle se lève? Elle se baisse. Elle se baisse. Parce que regardez, pour que ça monte, il faut que le cul diminue. Alors, je te le redemande maintenant. Si ma gouverne de profondeur se baisse, est-ce que ça a tendance à faire monter le cul ou baisser le cul? Regarde l'air, imagine que l'air vient pousser sur ma main. Si l'air pousse sur ma main, ça a tendance à faire ça. Donc il faudrait que la gouverne de profondeur se lève. Au moment où ça pousse sur ma main, ça fait ça. Ça va l'idée? Ok. Attention, les avions qui sont en canard, avec un empennage en canard. Où est la gouverne de profondeur? À l'avant. Elle est à l'avant. C'est l'inverse. Donc c'est l'inverse. Ok. Bon, a priori, c'est pas demain matin que vous allez conduire des avions avec un empennage en canard. Mais bon, on ne sait jamais, si jamais certains d'entre vous deviennent pilotes professionnels de chasse, peut-être que vous aurez la chance de piloter des avions avec un empennage en canard. Et dans ce cas-là, les commandes sont inversées. Quand l'avion
il fait ça ou ça, on dit qu'on a une assiette à piquer ou une assiette à cabrer. C'est deux mots de vocabulaire. Je fais ici, là, j'ai décidé de faire un truc vocabulaire. Je sais pas, ça me plaît. Avec quoi je contrôle cette assiette? Avec quoi je le vois? L'horizon artificiel. Avec, putain, il est chaud patate, hein. Avec l'horizon, oula, artificiel sans H, bien sûr. Horizon artificiel. Tout le monde se souvient de quoi ça ressemble? Ça, c'est pas Francesco dit, mais vous avez compris l'idée. L'horizon artificiel, c'est ce petit schnouffi là. Vous vous souvenez, avec du ciel et avec de la terre. Et ça vous donne un peu à quel point j'ai une assiette à piquer ou à cabrer. C'est bon pour tout le monde? Ok. Bon, bah très bien. On est content. Ok. Ça va pour l'instant? Donc ça, c'était l'axe de tangage. Ah oui, j'ai oublié de dire, l'axe de tangage, c'est l'axe Y. On va voir X, Y, Z. Regardez. Mon axe où j'avance, comme ça, c'est X. Et l'axe, pour savoir si c'est un axe de tangage, c'est si je mets mon stylo, c'est est-ce que ça tourne autour du stylo? C'est ça l'axe de rotation. Donc je plante mon stylo, je fais tourner autour du stylo. Quand ça fait ça, c'est mon axe, lui. Si je mets mon stylo ici, que je le plante, et que je fais tourner autour de mon stylo, ce sera cet axe-là. Si je plante mon stylo ici, vous voyez? Donc quand vous êtes en BIA, vous prenez un compas, vous prenez votre main, vous faites tourner votre main. Bon, ça met un peu du sang partout, mais il faut ce qu'il faut. Hein. Ok? Ici, pas d'effet induit particulier qui nous embête. Ok? On verra un peu plus tard, mais c'est pas très important. Ça veut dire qu'on aura un repère 3D, Hein? on aura un repère 3D avec Y, X et Z. Moi, ce que je vous conseille le jour de l'examen, c'est très simple. Vous prenez une règle, vous prenez un 4 couleurs. Félicitations, vous avez une maquette d'avion. C'est la maquette du pauvre, mais le jour d'examen, vous avez le droit à rien. D'accord? Même le brouillon est fourni, mais vous avez le droit à un stylo et une règle. Et personnellement, quand j'ai passé l'examen, bah, c'est pas mal d'avoir un petit truc pour s'aider avec le stress et tout ça, ça aide bien quoi. Ok? Bon, après, j'ai rien pour faire l'arrière, mais vous avez l'idée déjà. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que ça va à peu près ça? Donc ça, c'était des choses qu'on avait déjà un peu prévues. Je pense qu'il n'y avait pas trop de questions sur ça. Maintenant, un truc qu'on a parlé la semaine dernière. Est-ce que je peux éteindre 2 minutes le tableau? Ouais. Donc la semaine dernière, on a parlé un petit peu du foyer, du centre de poussée et tout ça. Donc là, ici, je vais revenir sur ça. Quand j'ai un avion, ce qu'il faut savoir, c'est que j'emporte des gens, des bagages, un petit peu, des fois, du carburant, un petit peu. Surtout, imaginez les bagages. Imaginez, je décide de partir dans ma résidence secondaire, j'ai des lingots dans mon coffre, mes lingots, je les mets ici. Ok? Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça? Non, ça déplace le centre de masse. Ça déplace le centre de gravité. Est-ce que c'est grave en soi? On pourrait se dire, mon avion, s'il a assez de puissance, qu'est-ce qui risquerait de se passer en fait? La poids elle augmente déjà. Alors le poids augmente, mais on suppose que mon avion il est assez puissant pour avoir ce poids-là. Il va se mettre comme ça l'avion. Ben ouais, regardez, si je prends le cas extrême, hein, je suis au parking. Cas extrême, j'ai 3 points ici, d'accord? C'est mal fait, c'est comme ça. Ok? Si j'ai trop de poids, déjà mon avion il est comme ça au parking. Merci, au revoir. Allez. Bon, on va imaginer qu'on a juste assez de poids pour être comme ça. Je vais commencer à accélérer. J'ai de la portance qui apparaît. Si mon poids il est en arrière et que ma portance elle est ici, vous imaginez une ficelle là, une ficelle là. Qu'est-ce qui se passe? Quand je tire sur 2 ficelles, si celle-là tire vers le bas et celle-là vers le haut, mon avion il fait ça. Direct au décollage. Est-ce que je vais pouvoir le piloter? Absolument pas. Alors, ça c'est la raison pour laquelle il faut absolument que mon poids et mon centre de poussée soient inversés. Je vais faire un dessin, parce que sinon on comprend rien. On a plus de points là. J'ai déjà un dessin, j'ai pas besoin de le refaire. Donc c'est pour ça que le moteur est à l'avant déjà. Mon poids, il se fait ici, ce qu'on appelle le centre de gravité. Jusque là, ça va.
ma portance, qui est ici, elle se fait au point qui s'appelle le centre Refuge. de poussée. D'accord? Et il existe un troisième point qu'on a vu la dernière fois, qui est à peu près ici, qui s'appelle le foyer. La portance, c'est là où il y a le centre de gravité, et le foyer, c'est là où il y a les variations de la portance. Et vous vous souvenez que c'était chiant? Variation de la portance. Je vous avais dit la dernière fois que c'était un peu chiant, mais je vous le mets parce que leur schéma est un tout petit peu faux, donc ça me perturbe. Ok? Ce qui est important, c'est quoi? Regardez. Le poids, il est là. D'accord? La portance, elle est là. Qu'est-ce qui se passe si je prends deux ficelles et que je tire sur mes deux ficelles comme ça? L'avion, il va faire comme ça. Ouais? Vous êtes d'accord ou pas? Si je prends deux ficelles et que je tire comme ça, mon avion, il fait comme ça. Pour éviter ça, on met un empennage à l'arrière. L'empennage à l'arrière, si je ne sais pas encore dans quel sens il tire, regardez, je veux éviter que mon avion, il bascule comme ça. Donc mon empennage à l'arrière, qu'est-ce qu'il fait? Il tire vers le bas. En fait, c'est un truc qui n'est pas évident, c'est que l'empennage arrière a une portance vers le bas. L'empennage arrière, il existe pour éviter que mon avion il fasse ça en permanence. Et il maintient le cul de l'avion ici. Ok? Donc l'empennage arrière, si vous regardez sur les vrais avions, l'empennage arrière, il est légèrement comme ça. Bon, je l'exagère un petit peu, mais il est moins calé que l'aile. Si j'ai l'aile qui est comme ça, mon empennage arrière, en général, il est un peu comme ça. Un petit peu. Pas autant, mais dans l'idée, un petit peu. Ok? Qu'est-ce que je voulais dire? Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut faire attention. Un système, là, on va essayer de regarder la stabilité. Qu'est-ce que c'est un système stable? Qu'est-ce que c'est un système instable? Ouais. Stable, c'est que c'est équilibré. Ouais. Et stable? C'est que c'est équilibré. Stable, c'est équilibré. Instable, c'est équilibré. Dans les deux cas, regardez, je suis pas bon pour faire ça. Je vais essayer de le refaire. Je vais le faire sur une table. Mon stylo actuellement est dans un équilibre instable. Pourquoi instable? Je le pousse un petit peu. Bon. Il est stable. Voilà, je le pousse un petit peu. Il ne peut pas revenir tout seul à son état d'équilibre. L'exemple type, on peut faire deux exemples. Je prends un bol. Je mets une bille dedans. Je lui mets une pichenette. Qu'est-ce qu'elle va faire, la bille? Elle revient ici. Donc là, on a un équilibre qu'on appelle stable. Parce que mon système revient à son état d'équilibre. Je prends le même bol, je le mets à l'envers. Je mets ma bille. Tant que j'y touche pas, tout se passe bien. Je la pousse un tout petit peu. Là, elle s'en va. Ok? Ça va à peu près l'idée? Dans quel cas c'est utile ça? Imaginez, j'ai mon avion. Mon avion, s'il est dans un équilibre stable, on va y supposer que les forces elles sont bien calculées. Il y a une rafale de vent. Ça arrive tout le temps en avion. Qu'est-ce qui se passe si j'ai plus de vent en face de moi? C'est quoi qui va changer? Plus de traînée, mais aussi plus de portance. Quand j'augmente la portance, ici, l'incidence qui est là augmente. Si jamais mon avion il est mal calculé, ça pourrait augmenter la portance. Augmenter la portance et je meurs, adieu. Si mon avion est bien calculé, que je suis dans un équilibre stable, eh bien la portance elle a été calculée pour que, au moment où l'incidence augmente, ça fait rediminuer la portance. Donc ça revient comme ça. Donc un avion qui est bien calculé en termes de stabilité, il prend un coup de vent, il fait ça, mais comme l'angle a changé, ça le remet comme ça. Ok? Une autre chose, je vais comme ça, j'augmente ma vitesse, ça augmente la portance, et je reviens. Ça c'est l'équilibre stable. Et le but d'un avion, de plaisir et de loisir, c'est qu'il soit le plus stable possible. Ok? L'inconvénient, j'y viens, une seconde. S'il est trop stable, au moment où je tire, je fais ça. Sauf que l'avion, qu'est-ce qu'il va faire naturellement? Il va vouloir revenir comme ça. Voilà. Et donc, un avion trop stable, il est moins maniable. Mais un avion pas assez stable, il est hyper maniable. Hein. Par contre, au moindre truc,
il part en vrille. Du coup, si on prend l'aviation loisir, on est plutôt vers la stabilité et on perd un peu en maniabilité. Si on prend les avions de chasse, ils sont à fond dans la mania. Par contre, en termes de stabilité, ils sont bons. Et en plus, ils ont des systèmes électroniques qui mesurent tout, qui vont venir faire les petites compensations. Donc en fait, ce qu'ils perdent normalement en stabilité, ils rajoutent de l'électronique pour gérer la stabilité. Parce que nous, on n'a pas. Nous, dans l'avion, l'électronique tombe tout en panne, on gère notre truc. Par contre, pour les avions de voltige, Eh bien, on est entre les deux. L'avion de voltige, on va perdre en stabilité pour gagner en maniabilité. Ah oui, ma question c'est juste que quand on a trop de portance, comment ça va revenir stable? On n'a pas trop de portance. Bah oui, vous avez pensé tout à l'heure qu'un avion est monté. Oui. Il n'avait pas trop de portance. Il était équilibré. Mais comment il a fait pour revenir? Je pousse sur le manche. Je sais pas si c'est la question. Non, vous avez dit qu'il avait trop de vent. Oui. Il a fait que- Ah oui, d'accord. Ici. Ah oui, d'accord, je comprends ta question. Mon avion. Mon avion, il y a trop de vent qui arrive. Trop de vent, ça augmente la portance. Si ça augmente la portance, il a tendance à faire ça. Sauf que, au moment où il fait ça, le vent qui arrive d'en face, l'angle entre le vent et l'aile change. Donc la portance de l'aile change. Et en fait, à ce moment-là, si je suis au bon endroit de ma courbe, et on peut espérer que ce soit au bon endroit, ça va avoir tendance à le ramener comme ça. Ok ? On le verra pas, ça, c'est compliqué. Ce qui est important, c'est de comprendre l'idée de stabilité. Stabilité, j'ai des effets non voulus qui arrivent, du vent. Si mon avion est stable, il va avoir tendance à revenir à l'état d'équilibre tout seul. Ça va l'idée à peu près ? Ouais. Voilà pour ça. Ok. Ce qui est sûr, c'est que le centre de gravité doit toujours être assez à l'avant. D'accord ? Et d'ailleurs, quand on prend un avion, un des trucs qu'on fait, c'est qu'on fait un devis de masse et un devis de centrage. C'est-à-dire qu'on va... Le constructeur, il nous donne des courbes. Et dedans, on dit, je rajoute un pilote, je rajoute tant de bagages, je rajoute tant d'essence. Et on vient se placer sur la courbe et ça nous dit, est-ce que notre avion, on a le droit de mettre des bagages? Ou est-ce que les bagages, là, mes lingots, est-ce que je viens pas les mettre directement derrière le siège passager, quoi? Parce que si je recule trop, ben, c'est problématique. Bon, si j'avance trop, c'est problématique aussi. Hein. Ça peut arriver, ça arrive notamment, alors pas trop en avion, mais en hélicoptère, des femmes pilotes qui sont trop légères, elles sont obligées de rajouter des packs d'eau à leurs pieds pour garder l'équilibre de l'hélico. Parce que sinon, l'hélico, il est trop centré arrière, et un hélico trop centré arrière, ça marche pas. Hein. Déjà, un avion trop centré arrière, ça marche pas, mais voilà. Ok ? Qu'est-ce qui se passe si je mets trop de poids à l'avant ? Imaginons, j'ai 2 gros à l'avant. C'est une patate. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Un peu comme ça. Ben, mon avion, au moment où je vais vouloir décoller, je vais tirer, mais je vais avoir du mal. Ah, il va être stable. Hein. Bon, il décollera pas forcément, mais il va être stable. Il roulera hyper bien. Félicitations, j'ai fait une voiture. Quoi. Ok. Donc, le but du jeu, c'est d'être bien. Et pour être bien, bah, des fois, on va attacher les bagages plus ou moins loin en fonction des nombres de personnes, en fonction de leur poids. Moi, j'ai 2 instructeurs. Suivant avec lequel instructeur je suis, déjà, je ne mets pas la même quantité de carburant. Parce qu'il y en a un des deux, si je mets le plein du carburant plus lui et moi, ben, la somme de tout ça, c'est trop pour l'avion. Déjà, rien que ça. Sur le 2 places. Bah, on est tous les deux à 80 et quelques kilos. Plus les 2 ailes à plein, on est à la limite de ce qui est autorisé par le constructeur. Voilà. Après, sur les avions classiques, 4 places et tout ça, tu as de la marge. Mais là, c'est un avion vraiment fait pour du 2 places et on est à la limite. Ça passe, mais il ne faut pas aller jusqu'en haut du réservoir. Quoi. Voilà. Ok ? Ça va à peu près l'idée ? Bon, ce qui est important, c'est d'avoir compris le concept de stabilité. Ok ? Le concept de centrage, je viens de vous en parler, c'était le P23, le centrage. Ok ? Donc j'en ai parlé déjà un petit peu. Je ne vais pas aller plus loin que ça, ça suffit. Ce qui est sûr, c'est que sur les schémas, vous voyez qu'on a une marge de manœuvre ici. Et on ne bougera pas de cette marge de manœuvre. Jamais. Sinon ici, je décolle plus. Sinon ici, je finis sur le cul. Et je m'explose.
Et ici, ben, je vais avoir du mal à contrôler mon avion. Ici, je vais avoir vachement moins de mal, mais par contre, je vais tirer comme un âne tout le temps, quoi. Ok? Ça va à peu près l'idée? Ouais? Allez. Go. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est l'histoire de stabilité-maniabilité. Et que quand je gagne en stabilité, je perds en mania et inversement. Ils ont essayé de vous faire un super tableau ici. Ouais, si vous voulez. Ok? Ah oui, un dernier truc qui est important. Sur les planeurs, ils mettent de l'eau dans les ailes pour alourdir les ailes. Pour pouvoir avoir un centre de gravité réglable. Et suivant les conditions, suivant plein de choses, suivant le pilote, suivant tout ça, ils règlent la quantité d'eau qu'ils vont mettre dans les ailes pour alourdir ou alléger l'avant. C'est encore une question de stabilité. Ouais, c'est une question de stabilité avant-arrière. Ok? Voilà. C'est ce qui s'appelle le water ballast. D'accord? Et en plus, ils peuvent en cours de vol aussi l'ajuster. En fonction de plein de choses. Hein. Ok? Voilà. Allez, là on va aller sur le schéma qui est absolument très bien dessiné. Donc je vais essayer d'en refaire un. Il sera absolument très bien dessiné. Donc, ce schéma-là, il est important parce que il ne faut pas confondre trois trucs. Et moi, je vais même essayer de l'abuser un petit peu plus pour que vous voyez les choses. Ok? Donc vous regardez bien mon schéma ici, c'est bon? Ça, c'est l'axe de l'avion. Ok? L'axe de l'avion par rapport à l'horizontale. Comment s'appelle l'angle entre l'axe et l'horizontale? Ce qu'on a dit? L'angle d'incidence? Non, Non, c'est l'assiette. c'est l'assiette. Ok? L'assiette. Ouais. Mais mon avion, il pourrait très bien. Alors, je vais encore abuser hein, dans mes schémas, mais j'aime bien abuser. Il pourrait très bien être en train de descendre. Il peut être en train de descendre, mon avion, par exemple. Donc, sa trajectoire, elle pourrait très bien être comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Si j'ai une trajectoire qui descend par rapport à l'horizontale, c'est ce qu'on appelle la pente. Ouais. Ça va jusque-là? Et ce que je vous disais de faire attention la dernière fois, entre l'axe de l'avion et ma trajectoire, alors théoriquement c'est pas l'axe de l'avion, ça devrait être l'axe des ailes, mais pour nous ce sera la même chose, c'est ce qu'on appelle l'incidence. Est-ce que ce schéma-là vous semble plus clair que celui-ci? Malgré le fait qu'il soit moins bien dessiné. Toi, tu préfères celui-là? Celui-là, c'est la même chose que celui-là, sauf que moi, j'aime bien faire une pente qui descend quand mon avion monte. Je trouve que c'est plus parlant de se dire, mon avion, il peut très bien être en train de faire ça. Et au moins, on sépare bien les angles, alors que les trois, là, ici, ils montent. On comprend pas ce qui se passe là. Ici. Enfin, je sais pas vous, mais moi, je comprends pas bien ce schéma-là, je préfère celui-là. Oui. La question, c'est que l'axe de l'avion, c'est quoi son relation avec la trajectoire? Il n'y en a aucune. Mon avion peut être comme ça, en train de descendre. Mon avion peut être comme ça, en train de faire une trajectoire horizontale. Mon avion peut être comme ça, en train de monter. Et l'axe horizontal, c'est... L'axe horizontal, par la terre. c'est tout droit, quoi. Oui. Ça va? Et quand on est dans l'avion, c'est quoi le référentiel? Genre si on est... Bah, quand on est assis, on a le cockpit en face de nous. Et bah c'est Si le on a cockpit. trop de portants, c'est que notre avion elle ressemble à ça là. Nous, on Ça est... Oui. Ouais. Nous on est comment? On est assis comme ça. Mais c'est pas gênant. En fait, les axes, attention, là je fais des trucs hyper abusés sur mes angles. Là je fais des angles qui font 20 et quelques degrés. De toute façon, le décrochage il est à peu près, on avait dit la dernière fois, 18. Donc déjà 18, je suis déjà à un angle qui est un peu comme ça, mais en vrai quand tu es assis dans l'avion, t'as pas l'impression d'être comme ça, le cul en l'air. Hein. Tu es assis normal, un petit peu vers le haut, mais tu le vois pas autant. Ok? En vrai, les trois quarts du temps, tu as l'impression d'être assis à l'horizontale. Trois quarts du temps. Ok? Donc là, ça c'est à peu près l'idée. Pour ceux qui continueront en PPL, vous verrez qu'en vrai, l'avion, l'axe de l'avion, quand je vous dis l'axe de l'avion, théoriquement ça devrait être l'axe de l'aile, normalement. Mais pour vous, c'est la même chose. Ok? Parce que le but du jeu, c'est que quand même les passagers, quand on vole droit,
pour que ça vole, il faut quand même que mon aile, elle ait une légère incidence comme ça. Donc l'aile, ici, si vous regardez tous les avions, l'aile, elle est légèrement vers le haut comme ça. Quand l'avion est à l'horizontale, l'aile, elle est comme ça pour que l'avion il puisse décoller à l'horizontale et qu'il puisse voler à l'horizontale pour le confort des passagers et des pilotes. Ok? Mais pour vous, axe avion et axe aile, c'est la même chose. Ok? Ça va à peu près? Ouais, je vous ai pas trop saturé? Ça va? Donc ce qu'on peut retenir, c'est la formule qui est ici. L'assiette, c'est la pente plus l'incidence, ou en gros, ce qu'il faut retenir, c'est ce petit schéma-là. Là. Si vous retenez ça, vous saurez tout le temps faire. Ok? Et moi, personnellement, j'aime bien faire cet exemple-là, même si on pourrait faire celui que eux, ils ont fait. Hein. Vous voyez? Là, j'ai ma pente. Ça, c'est ma trajectoire. Hein. Là, j'ai l'axe de mon avion. Donc, si je prends entre la trajectoire et l'axe de l'avion, c'est ce qu'on appelle l'incidence. Ok. Et si je prends entre l'axe de l'avion et l'horizontale, c'est ce qu'on appelle l'assiette. Ce schéma-là, c'est le même que celui-là. Hein. Ok. Ça n'a pas d'importance, vous pouvez faire les deux si vous voulez, c'est voilà. C'est juste pour que vous arriviez bien à séparer les trois angles. Je vous avais dit la dernière fois que ce serait un peu compliqué, il ne faut pas confondre l'incidence avec le reste, et que mon avion peut être très bien comme ça, tout en étant en train de descendre, ou comme ça, tout en étant en train de monter. Ok, donc il faut bien séparer les trois angles. Ça va? Ouais, pour fatigant un peu aujourd'hui. Hein. Allez. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, je vais éteindre, c'est qu'en réalité, l'axe de l'avion et l'axe de l'aile, il y a une légère différence pour que les passagers puissent voler à l'horizontale. Okay. Donc, je vous l'ai dit, vous en êtes convaincus. Félicitations, merci d'être venu. On passe au deuxième axe. Et ça va être plus facile maintenant. On a vu déjà tous les trucs un peu chiants. On passe au deuxième axe. On va passer à l'axe de roulis. Alors l'axe de roulis, c'est la vidéo numéro... Je ne l'ai pas marqué. P, 17, 16... P15. P15. Hop. Axe de roulis, P15. Ok. Donc je continue à vous les donner. Je ne sais pas si vous les avez regardés, mais c'est pas grave, j'aime bien. Ok. Donc, l'axe de roulis, je vais remplir mon petit tableau. Et on va demander à quelqu'un d'autre. Alors, l'axe de roulis. Est-ce que quelqu'un sait comment ça se dit en anglais? Attention, c'est extrêmement facile. Roll. Waouh. Ça, c'est marrant parce que c'est le plus facile. Maintenant, l'axe de roulis, c'est l'axe X, Y ou Z? Regardez. Roulis, c'est quand je suis comme ça. Ça, c'est Z. Ça. Il faut que je plante mon stylo en face. Donc, du coup, c'est X. X, je vais vers l'avant. Ok? Z, je vais vers le haut. Et quand je vais vers le haut, je plante mon stylo vers le haut. Et ce sera ça. Ok? C'est bon pour tout le monde? Donc ici, on a dit que c'est l'axe X. Comment je change mon axe de roulis, Vincent? Comment? Mon avion, il fait ça. Avec les, Non, pas avec les palonniers. Du coup, il te reste comme choix. le manche, droite, gauche. Le manche, droite, gauche. Manche, droite, gauche. Quand on aura le simulateur, ça ira mieux. Hein. Le manche, droite, gauche, bon, bah, ça se dit encore stick, yoke, wheel. Ok. C'est trois mots pour dire les trucs. Je vous les redonne plusieurs fois juste pour que vous soyez au point un tout petit peu sur ce vocabulaire. Mais quelle est la gouverne qui bouge quand je bouge mon manche de droite à gauche? Corentin. Regarde, sur l'avion. Quand je bouge le manche de droite à gauche, c'est quelle partie de l'avion qui bouge? C'est les ailerons, effectivement. Donc ce sont les ailerons. Ok? Qu'on appelle aussi la gouverne de gauchissement. Je sais pas pourquoi. Gauchissement.
Comment ça se dit aileron en anglais? Attention, vous allez être choqués. Voilà. Au moins, c'est pas compliqué. Hein. Ça me change quel angle? Ah. Tiens, je crois pas qu'on l'ait déjà dit ça. Quand je suis ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Je suis Incliné. incliné ou penché. Donc c'est l'angle d'inclinaison. Inclinaison. Pas facile à écrire. Hein. En anglais, l'inclinaison, ça se dit bank. Oui. D'ailleurs, je crois que j'ai oublié de vous dire l'angle de tout à l'heure, non? Qu'est-ce que j'ai fait? Que j'avais noté. Ouais. Je l'ai pas noté, je m'en souviens plus. Je sais plus. Avec quoi je vois mon angle d'inclinaison? En bas à gauche. En bas à gauche, ça? Alors, je réponds avant ce qu'il me disait, Louis. Non, ça c'est tourné. Ça, c'est l'indicateur de virage. L'indicateur de virage, effectivement, va me donner une information, mais c'est lié à plein d'autres choses. Donc, ça ne me donne pas juste l'inclinaison. Ça va être la D là. Non, ça, c'est pour le virage aussi. C'est pour la symétrie du virage. Donc là, c'est l'horizon artificiel. Encore une fois, c'est l'horizon artificiel. Horizon artificiel. Ok. Hop. Et maintenant, je vous attends une seconde. C'est con parce que j'ai pas pris mon autre maquette. Vous savez quoi? Ça fait pas ça. C'est la regretter, monsieur. C'est autre chose. Hop là. Hop. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je mets mon manche à gauche? Normalement, j'avais mon autre maquette, je l'ai oublié. Ma super maquette en carton là. Qu'est-ce qui se passe quand je mets le manche à gauche? Oui, alors du coup, il y a l'aile à votre droite qui se baisse et l'autre qui se lève. Putain, il veut pas, hein? Ok. Bon, on n'y voit rien. Je vais le faire avec mes mains. Donc, si je veux faire ça, il faut que celle-là, elle porte moins ou plus? Regarde, si elle doit se lever, il faut que celle-là, elle porte plus. Donc, pour qu'elle porte plus, on imagine que c'est moi qui vais vers l'avant, hein? Ok? Pour qu'elle porte plus, il faut que je sois comme ça. Ici, pour qu'elle porte moins, il faut que je sois comme ça. Ouais. Donc, au moment où je veux faire un virage à gauche, quand je mets mon manche à gauche, celui-là qui se lève, celui-là qui se baisse. Ça va faire ça. Ça va l'idée? Ouais, c'est bon, laisse-le, je le ferai à la maison. T'inquiète pas, merci. Donc, ça c'est un truc important. Il y a souvent des questions sur ça. On vous demande, le jour de l'examen, je veux faire une inclinaison à gauche. Quel est l'aileron levé, quel est l'aileron baissé? Ok, question typique qui arrive tous les ans, ça. Ok, ça paraît logique, mais bon, il faut quand même y répondre. D'accord? Donc, ça c'est important. Maintenant, regardez un truc. Je reprends mon avion qui est ici, là. Putain, je regrette ma maquette en carton. Au moment où j'augmente la portance sur cette aile, sur l'aile droite, qu'est-ce qu'on avait dit sur la traînée? Elle augmente. Je diminue la portance sur cette aile. Qu'est-ce qui se passe? Non, si la portance diminue, la traînée diminue. Ouais. Du coup, ça a tendance à mettre du lacet là. Donc, voilà, mon avion, il va faire un truc très bien. Ça, je suis très content. Par contre, cette aile-là, elle freine plus que celle-là. Ça va faire ça. Donc, en fait, mon avion, quand je commence à le mettre en virage, il va commencer à partir comme ça. Merde, mon stylo, il est trop lourd. Hop. Voilà. Donc, mon avion, il va commencer à faire comme ça. Je prends pas sûr. On y voit mieux. Mon avion commence à faire comme ça, mais comme cette aile-là, elle porte plus, du coup, elle a plus de traînée. Je vais abuser le truc vraiment à violemment. Hein. Il va faire ça, mon avion.
Ouais, il va un peu drifter, ouais. Donc, on a un effet qui nous intéresse, l'effet de roulis, mais on a un effet qui est comme ça. C'est un lacet. Et c'est un lacet, est-ce qu'il va dans le bon sens? Non. Non, s'il allait comme ça nous aiderait au contraire. Donc là, c'est ce qu'on appelle un lacet inverse. Oui. Du coup, il faut compenser avec la talonnière. Exactement. Oui. Et c'est à cause du poids que. C'est à cause du poids que Pas ça- du tout. ça- C'est pas le poids. C'est j'augmente la portance. D'accord? Mais regarde ma surface que je mets. Je l'abuse volontairement, mais je mets une grosse surface ici. Ça freine. Ah, d'accord. Et ici, j'avais une certaine portance, je réduis la portance. Ça freine moins. Donc mon avion, comme il freine d'un côté, alors bien sûr, il va faire ça, mais en même temps, il va faire ça. D'accord? Et pour éviter ça, on va utiliser ce qu'on disait la dernière fois, la bille. La bille, quand je commence à faire ça, elle se barre d'un côté. Et je vais appuyer sur mon palonnier, donc du coup du bon côté, pour venir aider mon avion à revenir à se mettre en virage symétrique. Et donc en fait, quand on pilote, ce qui est marrant, on commence à mettre du manche, et en même temps, on va devoir mettre du pied pour accompagner l'avion dans son virage pour éviter l'effet induit. Oui, mais juste, c'est pas un store de poids, vous avez dit que c'était une sorte de portance, parce que l'aileron qui va monter l'autre, il va baisser, c'est normal. Oui. Mais juste, c'est vers le haut ou vers le bas que l'aileron il va. Là, si je veux que ça augmente, il faut que l'aileron se baisse comme ça. Ah, il doit- Comme ça, l'air pousse vers le haut. Et l'air, il vient de devant. Il vient de devant, toujours. De cet angle-là, il n'y a pas de. Il vient de tout droit. T'imagines que l'air, il vient... En avion, l'air, il vient toujours d'en face. De ma trajectoire, en fait. Alors, il peut être, si je suis comme ça et que je vais comme ça, mon air, il vient d'ici. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si je mets mon aileron là, bah, ça a tendance à pousser mon aile du côté où l'aileron est baissé. Je comprends pas. Attendez, je suis juste un peu perdu dans ça. Oui, Ouais, je refais. Quand je baisse mon aileron, Ouais. l'air, il vient en face de moi. Oui, donc j'aurais Comme pu- ça a tendance à pousser vers le haut. c'est- Ah oui. c'est Et en comme même ça, temps, ça a tendance à freiner. Oui. Un peu des deux. Quand j'augmente la portance, j'augmente la traînée. Les deux sont proportionnels. Quand on baisse, ça augmente. Voilà. C'est bon? Ouais, cool. Du coup, on va avoir ici un effet induit qu'on appelle le lacet inverse. Ok? Le lacet inverse, c'est ce qui fait que le nez de mon avion part vers l'extérieur du virage. Ok? C'est ce qu'on appelle un dérapage. Dérapage, c'est vers l'extérieur. Ok? Dérapage, c'est pas une bonne chose. Après, on aura un deuxième phénomène. Si je mets trop de pieds, imaginez, je veux compenser. Je suis hyper motivé, on m'a dit, tiens, tu fais attention, tu mets du pied. Et je fais ça en même temps. Bah là, c'est une glissade. C'est moins grave. Et c'est moins grave. Voilà. La glissade vers l'intérieur est moins grave que les dérapages vers l'extérieur. Ok? On peut décrocher d'un côté et pas trop de l'autre. Voilà. Il existe d'autres possibilités. Donc sur les avions un peu plus compliqués, pour empêcher ce lacet inverse, ils peuvent utiliser les spoilers. Vous vous souvenez les spoilers de ce que c'est? C'est les petites surfaces qui sont sur le dessus là, qui peuvent détruire un peu la portance ou augmenter la traînée. Ben, on peut utiliser des spoilers pour venir compenser un peu le lacet inverse. Ok? Sur nos avions à nous, on le fait au talent. 100% talent, il n'y a pas de spoiler. Ok? Voilà. En stabilité. Alors, le problème, la stabilité, c'est un truc un peu particulier. Imaginez, je suis en train de voler. D'un coup, j'ai une rafale. Or, je ne parle pas de la rafale qui me fait faire ça, ça on l'a déjà vu. Je parle d'une rafale qui va avoir tendance à me faire du roulis. Ouais. C'est quoi ce rapport? Bah imaginez, j'ai du vent. À un moment, le vent, donc tout à l'heure on a vu la rafale comme ça, je vais abuser volontairement une rafale qui arrive comme ça. Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Bah cette aile-là, là, Elle va descendre. elle voit de l'air passer ici. Non, au contraire, elle va monter. Elle va avoir tendance à monter. D'accord? Je vois pas les bons angles. Tu vois pas l'angle? Ici, l'air, imagine, il va très vite ici, là. Qu'est-ce qui va se passer? L'air, il va pousser comme ça. Oui, ça augmente. Donc il va avoir tendance à faire ça. Et l'autre côté, c'est complètement caché de l'air. Donc, s'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de portance. D'accord? Est-ce que j'ai une stabilité qui est terrible? Exactement. Pas terrible. Ok? Si j'ai un dièdre qui est comme ça, regardez. Vous en souvenez du dièdre? Négatif. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Bah, le problème, c'est que l'air qui arrive là,
C'est encore pire. J'ai fait pire. L'angle avec l'air là, c'est encore plus violent. Si je prends un dièdre positif, c'est plus léger. En fait, l'air, il faudrait vraiment qu'il arrive violemment comme ça. Et je suis en train d'avancer. Hein. Je fais des exemples abusés, mais je suis en train d'avancer. Si j'ai une rafale comme ça, qui va à la même vitesse que mon avion, je suis déjà mort depuis longtemps en fait. Donc, c'est une petite rafale. On essaye juste de voir ce qui se passe. Il y a un petit peu d'air qui arrive là. Si je suis comme ça, et en fait, celle-là, elle va un petit peu le voir, mais un peu moins. D'accord? Et ça, c'était le problème du dièdre. Mais on a aussi les ailes hautes et les ailes basses qui peuvent changer. C'est un autre truc. Si j'ai une aile basse, quand l'air arrive, il va passer sur les deux ailes à la suite. Moins grave, on le voit moins. Ok? Et il en existe un dernier truc, si j'ai des ailes en flèche. Quand l'air arrive de sur le côté, ici et là-bas, il va avoir des angles par rapport à l'aile, plus ou moins perpendiculaires, qui vont compenser un petit peu ça. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est compliqué, hein, je le sais. Je vous avais prévenu que ce serait le cours le plus compliqué. Ce qu'il faut retenir, c'est que, en fait, c'était une question que m'a posée, je crois, l'autre fois, Mathis, dans un des premiers cours, c'était de dire, ouais, mais du coup, est-ce que je mets des ailes basses, des ailes avec un direct positif, avec une flèche et tout ça? Mais en fait, il y a des bons trucs pour que ce soit stable, mais quand même maniable. Et si je mets des ailes basses, ben, je vais peut-être pas mettre autant de flèches ou pas autant de dièdres, etc. D'accord? Et les constructeurs, ils ont leur petite recette. Ce qui est important, c'est de se souvenir de ça. C'est que la stabilité, ici, elle va dépendre. Un dièdre positif améliore la stabilité. Une flèche positive améliore la stabilité. Et on peut avoir aussi les ailes hautes ou basses qui changent. Ok. Et là, je ne l'avais pas écrit tout à l'heure, la stabilité, elle dépendait de la position du centre de gravité. C'est ce qu'on appelle le central. Ok. J'ai oublié de l'écrire tout à l'heure. Ça va pour tout le monde à peu près, l'idée? Donc, je ne rentre pas trop dans les détails, parce que c'est un peu compliqué pour l'instant, on le reverra. Et puis on fera des essais dans le simulateur une fois qu'on aura le simulateur. Ok? Vous pourrez tester un petit peu les trucs comme ça. Et après, s'il faut, moi j'ai un jeu à la maison où on peut créer des maquettes d'avions en abusant les dièdres, en abusant les flèches, en abusant tous les trucs, et on peut voir les trucs qui... Voilà, je fais un centrage très à l'avant, vous allez voir que votre avion il décollera pas. Hein. Centrage très à l'arrière, vous allez commencer, et ça va faire comme ça et partir directement... Voilà. Moi, une fois, j'avais fabriqué une maquette avec ça. Je peux vous dire que le centrage, je m'étais loupé. Mon avion, à peine j'ai touché, il a fait comme ça. Et là, j'ai fait l'erreur. Hein. J'ai réduit la puissance. Ah bah, voilà. Un joli planté, magnifique. Ok? Donc, on a vu les trois grands effets qu'on écrit ici. Et voilà. Ouais. Qu'est-ce qui nous manque? On a fait tangage, roulis. Il va nous manquer le lacet. Donc là, ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez que les constructeurs, ils ont leur petite recette de dire, si je prends une aile droite, je vais plutôt faire une position aile haute avec un dièdre nul. Si j'ai une aile en flèche, je vais plutôt prendre une basse avec faiblement positif, faiblement négatif. Voilà, ils ont leur recette, quoi. Pour avoir toujours un peu de mania, un peu de stabilité, et surtout avoir des trucs qui gardent de la stabilité pour mon avion. Mon avion, s'il est bien fait, quand il y a une rafale, il combat l'effet de la rafale. C'est-à-dire que si la rafale elle a tendance à faire ça, il faut que mon avion soit conçu pour que les angles ils soient bien calculés pour que mon avion naturellement il refasse ça. Ok? Voilà un petit peu l'idée. Il nous reste le dernier axe qui est l'axe de lacet qui sera dans la vidéo P17. Ok? P17, donc l'axe de lacet. Est-ce que vous savez comment ça se dit le lacet en anglais? Ça se dit yo. Roll, pitch, yo. Souvent on les donne dans cet ordre-là, parce qu'on aime bien dire X, Y, Z. Donc, roll, pitch, yo. Comment on contrôle le lacet? Donc le lacet c'est le Z. Je plante mon stylo verticalement et je fais tourner mon truc autour du stylo. C'est ça. Théo, comment je contrôle cet axe de lacet? Avec les palonniers.
avec les palonniers. Alors, faut savoir écrire. Palonnier. Est-ce que tu sais comment ça se dit en anglais? Rudder. Ruder. Et ruder, souvent on dit ruder pedals. C'est pas obligatoire, mais pedals. Ok. Parce que la gouverne qu'on va changer, c'est quelle gouverne du coup? On va demander à Timéo, je n'ai pas demandé depuis longtemps. Salut Timéo. La gouverne, mes palonniers, ils agissent sur quoi? Sur la gouverne de direction. De direction, elle est où? Derrière. Ici, en jaune. C'est cette partie-là. Ok, gouverne de direction. Et alors, assez marrant, la gouverne de direction, elle s'appelle rudder. Quelle originalité. Voilà. Ça change quel angle? Eh bien, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Si je me mets comme ça et que je suis en train d'avancer comme ça, ou comme ça, cet angle-là, c'est l'angle de dérapage. Ouais, glissade, dérapage. Donc c'est l'angle de dérapage. Est-ce que vous savez comment on dit glisser ou déraper en anglais? J'ai glissé sur une banane. Non, ça c'est pas drift. Non, drift, là c'est vraiment quand tu es avec une voiture, tu mets l'accélération et tu viens. Mais c'est avec les roues qui tournent. Alors que je dis juste glisser comme ça. Ou j'ai glissé sur le sol. Ça se dit en anglais I slipped. Ah ouais. Hop, je crois qu'il y a un seul P. Slipped on the floor. C'est une petite glissade, hein, slip. Donc ici, l'angle de dérapage, c'est slip. Voilà. Ok? Avec quoi je vois que je dérape? La bille. Ok, bien vu. Ça va pour l'instant? Vous n'en avez pas trop marre? Ouais. Alors regardez. Maintenant on va faire le truc qui est pas... Donc, quand j'appuie sur mon palonnier, je suis très content, ça fait ça. Ok? Hyper content. Problème, je suis en train d'avancer tout droit là. Qu'est-ce que je peux dire au moment où je fais ça? Ouais. L'importance de l'aile gauche, elle est plus importante. Eh bien, celle-là, elle, au moment où je fais ça, elle va plus vite dans l'air. Parce que je suis en train de la faire avancer. Et celle-là, je suis en train de la faire reculer. Donc celle-là, elle va plus vite. Si elle va plus vite, comme nous le disait votre camarade, ça augmente la portance. Donc au moment où je commence à faire ça, ça fait ça. Alors, la question maintenant, c'est quel axe qu'on a en indirect? C'est le... J'ai perdu. Le roulis. Est-ce que c'est un roulis dans le bon sens ou est-ce que c'est un roulis dans le mauvais sens par rapport au sens où je vais? C'est dans le bon sens. Donc c'est ce qu'on va appeler un roulis induit. Donc là ici, c'est un roulis induit. Roulis induit. Ok? Ça va à peu près? Ouais? Ok. Donc là je descends un petit peu. Bon, ça je l'ai expliqué déjà tout à l'heure. Hop. Et donc le roulis induit, c'est parce que là elle va plus vite. D'accord? Ça, le fait de mettre du pied, quand on met du pied là, je vais vous le mettre, je sais pas en quelle couleur. Je sais pas où le mettre. Je vais le mettre là. C'est ce qu'on appelle craber l'avion. Pourquoi? Parce qu'un crabe, ça marche comment? Sur les côtés. Comme ça, en côté. Donc en fait, au moment où je crabe l'avion, je fais ça pour qu'il avance comme ça. Un peu comme un crabe, il avance en diagonale, quoi. Ok? Alors en vrai, on peut craber l'avion comme ça. Hein. L'avion peut voler en étant comme ça. Ça marche. Ça sert à quoi? Ça sert quand je vais atterrir, par exemple. Ah oui, Quand je vais atterrir, ma piste, elle est en face de vous. Le vent, il vient de là-bas. et ouais.
Et il va y avoir plusieurs effets. Le problème, c'est que si le vent vient de là-bas et que je reste tout droit par rapport à ma piste, il fait ça. Il est déporté par le vent, mon avion. Donc, pour éviter ça, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, plusieurs solutions, mais en gros, on va se mettre comme ça. En se mettant comme ça, on va voler comme ça vers la piste. Et au dernier moment, on se remet droit et on pose les roues. Alors, au dernier moment, avant d'avoir posé les roues, quand même, hein. Sinon on pète les roues. Mais dans l'idée, au dernier moment, on va faire ce qu'on appelle un décrabage. Là, je suis en train d'être crabé, et au dernier moment, je décrabe, et je finis de me poser. Ouais. Est-ce que c'est pour ça que sur les petits avions, des fois la roue arrière elle peut tourner autour de. Elle peut tourner un peu. Alors, c'est pas pour ça que la roue arrière tourne. Tu me parles des trains classiques. Oui. Les trains classiques ont deux roues ici, une roue ici. D'accord? En fait, le train classique, pourquoi on a une roue qui peut tourner à l'arrière? C'est quoi qui va contrôler la rotation quand je suis au sol? Les palonniers, ouais. Les palonniers. Ils ont un effet sur quoi? Sur la roue arrière. Donc en fait, au sol, les palonniers actionnent la gouverne de direction, bien sûr, mais qui ne sert plus à rien vu que je ne suis plus en train de voler, et actionnent surtout la roulette arrière. D'accord? Sur les trains tricycles, les palonniers actionnent la gouverne de direction, mais actionnent aussi la roulette de nez. Et mon avion tourne parce que mes palonniers font tourner ma roulette de nez. Après, je peux aussi jouer sur les freins. Si je freine plus la roue du train principal gauche que la roue droite, ça va faire ça. Mais le frein, c'est en plus. Normalement, c'est d'abord les palonniers en mode parallèle. Et ensuite, je peux ajouter du frein en appuyant sur le palonnier. On n'a pas encore reçu les palonniers là. Ils devraient être reçus en fin de semaine normalement. Vous vous souvenez qu'on en avait commandé? Bon, C'est les mêmes que les miens. Voilà. Ok. Allez. Dérapage et stabilité, c'est la P21. Donc j'en ai déjà parlé un petit peu. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ça? Oui. J'ai pas fini le tableau. Je vais finir là. Donc, dérapage et stabilité, c'est la P21. Ok. Hop. Alors, ce qu'il faut bien voir, un avion, vous êtes d'accord qu'il a une gouverne ici, droite. Il a un empennage vertical. Qu'est-ce qui se passe si j'ai du vent tout droit en face de moi sur un truc comme ça? Il va avoir tendance à faire quoi? Ramener vers le centre. Ça. Ok? Est-ce que vous connaissez un objet qui a tendance à faire ça? C'est-à-dire, il a un axe de rotation comme ça, il a un truc vertical et il suit le sens du vent. Une manchère, ouais, mais avec un truc vertical comme ça. Ah, je l'ai vu, mais c'est pas le truc pour un anémomètre. Alors un anémomètre, c'est un truc qui tourne en permanence et qui mesure la vitesse du vent. Moi je pensais plutôt sur les toits des maisons, surtout dans les fermes par chez nous. Un coq. Le coq. C'est quoi ça? Comment ça s'appelle cet objet? Alors, souvent ils servent aussi de paratonnerre, mais ça c'est pour éviter la foudre sur les maisons. Mais effectivement, souvent ils font les deux. C'est une girouette. Il y a du vent. Quand il y a du vent, la girouette elle va s'aligner avec le sens du vent. Là c'est pareil, l'avion par défaut, quand il y a du vent ici, bah, ça a tendance à ramener le cul tout droit. C'est l'effet girouette. Ok? Et ça c'est plutôt une bonne chose ou pas une bonne chose? Imaginez mon avion, à un moment il prend une perturbation, il fait comme ça. Qu'est-ce que ça va faire? L'effet girouette, ça le ramène dans le bon sens. Donc ça c'est une bonne chose plutôt pour la stabilité de l'avion, c'est que si j'ai une perturbation qui pousse mon avion d'un côté ou de l'autre, mon avion naturellement, il a tendance à revenir au centre. On pourrait se dire, c'est vraiment cool. L'effet girouette. Vous êtes d'accord que c'est a priori une bonne chose? A priori. Maintenant je vais vous donner un deuxième exemple de la vraie vie. C'est bon? J'ai ma piste en face de moi. Jusque là ça va. Je veux venir atterrir. Mon vent, il vient de là-bas, de la fenêtre. Je suis bien aligné, bien tout ça, je me suis bien mis. Qu'est-ce qui va avoir tendance à faire mon avion naturellement? À s'aligner avec le vent. D'accord? Et donc, en pilotage, ce qui est cool et en même temps difficile, c'est que on essaye de piloter des choses, il va se passer des trucs qu'on a plus ou moins prévus, et en plus,
suivant comment a été conçu l'avion, ça nous ramène dans un sens ou dans un autre. C'est stylé. Je sais pas si vous voyez que c'est stylé, mais c'est grave stylé. Et c'est là où le pilotage, ça commence à être sexy. Où on commence à avoir un peu des trucs à faire. Parce que juste bouger le manche à droite, ok, c'est bien. Mais s'il y avait que ça, en fait, on s'amuserait pas beaucoup plus qu'en voiture, quoi. Là, je peux vous dire, quand vous commencez à prendre les premiers cours, quand chaque effet a un effet non voulu, ça commence à être marrant. Voilà. Et quand on aura le simulateur, vous pourrez tester ça, l'effet marrant. Ok? Voilà, donc là on a fini ce petit schéma qu'il faut connaître. Alors qu'il faut connaître, qu'il faut avoir compris quoi. Il faut être capable de savoir refaire ce genre de choses dans votre tête en vous disant, attends, je veux changer mon assiette de tangage, c'est quoi que je change? C'est quel angle qui va changer? Est-ce que je vais avoir des effets non voulus? Voilà. Ok? Ça va à peu près? Ouais, tu peux le mettre sur le Discord. Après, j'en ai un autre schéma qui est un peu mieux fait, si tu veux, mais voilà. Ok? Ça va pour tout le monde? Allez, il nous reste un tout petit peu de formule et on a fini. Je peux effacer ça, ce tableau? Allez, non. Donc vous inquiétez pas, tout ça, bien entendu, on va le revoir plein de fois. Hein. Ok. Hop. Donc ça, ce tableau-là, en gros, c'est le plus compliqué parce qu'il s'appuie sur ce qu'on a fait déjà dans le module d'avant, connaissance des avions, un peu compréhension des forces et tout ça. Ouais. Hop. Donc, on va parler du facteur de charge. Alors, c'est quoi le facteur de charge? Déjà, c'est à la vidéo P27. Souvent, quand vous parlez de facteur de charge, on va parler en G. D'accord? C'est-à-dire, imaginons, je suis dans un ascenseur qui instantanément tombe. C'est possible. Je suis donc à... Alors, est-ce que je suis à 0G? J'ai quand même la gravité en fait. Ouais. Il y a pas aussi le G de quand on accélère. Voilà. Donc en fait, effectivement, 0G, c'est au moment où j'ai plus rien qui me tient. D'accord? 1G, c'est quand je suis sur du sol. 1G, le sol me pousse de une fois la gravité. 0G, vous avez les avions 0G, c'est des avions qui font ça. Ils montent et d'un coup, ils descendent comme ça. Et les personnes qui étaient dedans se retrouvent en une sorte d'apesanteur par rapport à l'avion. En vrai, ils sont quand même dans la pesanteur terrestre, mais par rapport à l'avion, ils flottent. En fait, l'avion et les personnes tombent à la même vitesse. Si vous étiez dans un ascenseur qui d'un coup lâche, bon, il y a des freins et tout ça, hein, vous inquiétez pas, mais imaginons une vue de l'esprit, un ascenseur qui lâche, vous vous retrouvez à flotter dans l'ascenseur. Ouais, mais à un moment, il y a une sera collé au Non. Deux objets qui tombent tombent à la même vitesse, ça ne dépend pas du poids. Ok? Si je prends une boule de pétanque et une boule de bowling, je les lâche, elles vont tomber à la même vitesse. Une boule de tennis et une boule de bowling, elles tombent à la même vitesse. La seule chose qui change, c'est les frottements. Donc il faudrait que ce soit une boule de bowling et une boule de tennis de la même dimension pour que les frottements soient les mêmes. Mais il y a eu des essais qui ont été faits dans du vide. Ils mettaient une plume et une boule de pétanque, les deux tombent à la même vitesse. Ok? La pesanteur, elle s'applique sur tout le monde. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe en avion? Au moment où l'avion il fait ça là, qu'est-ce que vous avez comme impression quand il décolle? De s'écraser vers le sol. Alors, s'écraser, d'être tiré vers le bas, plutôt. Ou plutôt que l'avion il vous tire vers le haut. On peut aussi le voir comme ça. Comme l'avion vous tire vers le haut, est-ce que j'ai des jets plus grands ou plus petits? Plus grands, parce qu'il me tire vachement. Alors j'ai l'impression d'être plus lourd, mais ça revient au même. Hein. De dire que l'avion me tire ou j'ai l'impression d'être plus lourd, ça revient au même. Donc quand l'avion monte, j'ai des jets positifs. Comment je pourrais avoir des jets? Donc jet nul, c'est que l'avion il est comme ça, en gros en chute libre, avec moi qui suis en chute libre. Comment je pourrais avoir des jets négatifs? Il faudrait que l'avion tombe plus vite que quand il tombe. L'avion nous tire vers le bas. Il faut vraiment
au moment où on commence à pousser d'un coup, à un moment, on peut avoir l'impression que l'avion nous tire vers le bas. Mais on ne le fait pas avec nos avions à nous. Hein, okay, ils ne sont pas prévus pour. Voilà. À quel moment autre, donc là on faisait du vol comme ça, à quel moment autre j'ai l'impression d'être tiré vers le bas de l'avion? En virage. Au moment où je fais mon virage comme ça, moi je suis attiré par la force centrifuge vers l'extérieur du virage. Quand vous êtes dans une voiture qui tourne très vite, vous êtes tiré vers l'extérieur. Si vous êtes sur un tourniquet, vous êtes tiré vers l'extérieur. En avion, c'est pareil. Sauf que mon avion, il tourne pas comme ça. Mon avion, il tourne comme ça. Donc mon extérieur de mon virage, si on fait un beau virage, il est pile poil ici. Ça, c'est cool. Parce qu'en gros, on est tiré, mais on est tiré vers notre siège. Ce qui est plutôt agréable. Et si je fais un virage très serré, je vais être tiré fort vers mon siège. Si je fais un virage pas très serré, bon, je vais même pas être tiré vers mon siège. Ok? En tout cas, pourquoi c'est important ça, ces histoires de G? Bah déjà, les pilotes de chasse, quand eux ils font des virages comme ça là, les G ils les prennent. Alors on peut prendre des G aussi en accélérant. Ok? Bon, nous on parlera vraiment du facteur de charge, c'est-à-dire l'impression d'être plus lourd que la normale. Ok? Ça va à peu près l'idée? Donc, du coup, comment on calcule ça? Ce qu'il faut voir, c'est que les facteurs de charge habituels pour les avions classiques, de plus 4 à moins 2. Alors déjà, plus 4, vous avez mis un bon coup là pour monter. Hein. Ça remonte les organes. Hein. Ça, c'est dans les manèges à sensation, le plus 4, en vrai. Ok? Les avions de voltige, plus 6 à moins 4. Là, on commence à y aller. Pourquoi c'est important qu'un avion il puisse supporter ça? Ben ouais, exactement. Tous ces effets de charge, nous on les subit en tant qu'humains, mais l'avion, chaque partie de l'avion, le subit aussi. Donc là, le bout d'aile, quand il est tiré à plus 4 ou à moins 2, il faut que toute l'aile elle tienne le coup, quoi. Donc il faut que tout le métal à l'intérieur, ou le bois, ou les câbles, il faut que tout tienne. Il faut que tout ici, l'emplanture, elle tienne. Voilà. C'est quand même beau un avion, hein. C'est bien fait. Heureusement. D'accord? Donc, comment on calcule le facteur de charge? Alors attention, on parle du facteur de charge vertical. C'est le poids apparent sur le poids réel. La gravité. Et le poids apparent, il dépend de ma portance. Ok? En gros, on le schématise par portance divisé par poids. Maintenant, petite question. Alors, je suis en montée. Est-ce que c'est plus grand? Plus petit que 1? On a dit quoi que tout à l'heure? Si je suis en montée rectiligne. Il y a un facteur de charge plus grand quand même. Alors pourquoi plus grand que 1? Parce que le poids il est toujours supérieur à la portance. Alors, le poids... Alors, j'écris ce que tu me dis. Le poids est plus grand que la portance. Et il faut qu'on écrive portance divisé par poids. Ah oui, non, du coup ça fait plus petit que oui. Voilà. Oui. Je divise par poids des deux côtés. Donc, en fait, je vais être effectivement plus petit que 1. Ok? Alors, là, on parle des moments où je suis en montée uniforme. Hein. On parle pas, en fait, quand je suis quand je vais prendre vraiment des facteurs de charge importants, c'est le moment où j'ai des variations. Or, nous, quand on disait ça, c'était des moments où je suis en train de monter propre. C'est-à-dire, je suis en train de monter droit, vitesse constante. Ok? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quand on a un facteur de charge plus grand que 1, on a l'impression d'être tassé. Quand on est proche de 0, on est en apesanteur. Et quand on est en négatif, on a l'impression d'être projeté vers le haut. Ok? Bon. Ok. En palier, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est 1. En montée et descendre, inférieur à 1. Ce qu'on disait tout à l'heure encore. Ok? En virage symétrique. Donc ça va être la vidéo P28. P28. Hop. Ok. En virage symétrique, ce qui se passe, c'est que l'inclinaison de mon avion fait que ma portance, elle se bat plus seulement contre le poids. Et ouais, parce que ma portance, quand elle était là, maintenant elle est plus classe. Donc la seule partie qui se bat contre le poids,
C'est cette partie-là. Vous êtes d'accord? Oui? Non? Ça veut dire que si je veux que mon avion il reste vertical, si avant j'avais ça, il faut que maintenant j'ai ça. Donc il faut que j'augmente la portance. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Quand je suis en virage, alors je vais essayer de le refaire en 2 étapes peut-être au milieu. Vous allez me dire si c'est plus clair, j'ai vu que c'était pas clair ce que je disais. Au début, je suis là. Ma portance, elle est comme ça. Et mon poids, il est comme ça. Je suis un connard. Hop, RZ, ma portance. Est-ce que vous êtes d'accord? Mon avion, actuellement, il est à l'horizontale. Ceci est un avion. Ok? Maintenant, au moment où j'incline mon avion, ma portance, mon poids, il n'a pas changé. Il est toujours vers le bas. Par contre, ma portance, elle est où? Elle est quelque part par ici. Ok? Si je veux que mon avion il descende pas, il faut que la quantité de portance que j'ai selon cet axe-là, elle soit exactement égale au poids. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est ce que je vais appeler RZ grand. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il faut que ça et ça, ce soit égal pour que mon avion il descende pas? Ouais? Or, ma portance, du coup, elle est ici. Donc ma portance, qu'est-ce que j'ai fait comme dessin? Je fais n'importe quoi hein, comme dessin. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi je l'ai fait comme ça. Je me suis loupé là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah oui, il faut que je sois à la perpendiculaire de mon poids, sinon ça marche pas. Ah, désolé, je suis fatigué. Hop. Donc ma portance qui est là. Hop. Ouais. Il faut qu'elle soit plus grande qu'avant. Ouais. Et c'est pour ça que quand je vais être dans mon avion en virage, comme ma portance est plus grande que mon poids, je vais avoir une impression de tassement vers le bas. Ok? Le deuxième effet quand on est pilote, naturellement, je mets mon avion en virage. Si je ne change pas ma portance, si je garde la même taille que ça, d'accord? Elle va se retrouver ici. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais. On va avoir tendance à piquer. Donc quand je suis en virage, si je veux pouvoir garder mon altitude, il faut que j'arrive à garder ma portance. Pour garder ma portance, qu'est-ce que je peux faire? On peut mettre du volet. Ouais, alors on va éviter de mettre des volets en plein virage. C'est pas une bonne idée, mais on aurait pu, mais c'est pas une bonne idée, ça va nous freiner. On va accélérer. Souvent en virage, je me mets comme ça et je vais accélérer un petit peu pour pouvoir garder ma vitesse et mon altitude. Deuxième possibilité, j'avais fait ça. Si je veux garder ma portance, je peux légèrement faire ça. Parce que en augmentant ça, je vais augmenter un petit peu mon coefficient CZ et donc je vais augmenter un petit peu ma portance. L'inconvénient, c'est que je vais perdre de la vitesse. Hein. Donc si je veux garder ma vitesse en virage, pour garder la vitesse et garder l'altitude, je mets un peu de puissance pour l'aider à faire son virage. Ouais, je sais que ça, c'est pas évident. Quand vous aurez fait un peu de simu, vous le verrez. Au moment où je fais mon virage, mon avion, il fait ça. Naturellement, parce que ma portance se bat plus complètement contre mon poids. Donc si j'augmente pas la portance, la partie qui se bat contre le poids suffit pas. Ok? Ça va à peu près, Roman? Vite fait? Ouais. Ça, il faudra l'essayer. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce facteur de charge, N, là, il dépend de l'inclinaison. Et si on regardait ces angles-là, je ne vais pas vous embêter sur les cosinus et tout ça, mais il faut savoir cette formule, vous ne la démontrez pas. Cette partie-là, par rapport à l'angle qui est là, bah, c'est le cosinus de l'angle. Ok? Et donc, en fait, mon facteur de charge, si on le calcule, ça revient à cette formule que vous devez connaître. Le facteur de charge dépend de 1 divisé par le cosinus de mon inclinaison. Ok? Et c'est toujours plus grand que 1 en virage. Ouais. Ce qu'on retient, la valeur qu'on retient souvent, quand j'ai 60 degrés, j'ai 2G. Bon, 60 degrés, c'est penché hein, quand même. Hein. On va rarement à 60 degrés avec nos petits avions, mais pour des virages serrés, ça peut arriver. On est à 2G quand même. Hein. Donc quand je fais un virage à 60 degrés, déjà,
C'est un virage bien engagé, on a l'impression de faire 2 fois le poids. Je sais pas si vous imaginez, ça tire bien dans le siège. Hein. Voilà. Ça va? Allez, on termine sur 2 petits trucs tranquilles et on va s'arrêter là. Il y a un truc qui est important, c'est quand je vais être en virage, en virage, ouais, ma vitesse de décrochage. C'est quoi la vitesse de décrochage? La vitesse à laquelle on décroche. Pardon? C'est la vitesse à laquelle on décroche. C'est la vitesse à laquelle on décroche. Il faut être au-dessus ou en dessous de cette vitesse? En dessous. Au-dessus. Ah oui, au-dessus. Allez, c'est perdu, c'est au-dessus. Il faut toujours que je sois au-dessus. Si j'ai pas assez de vitesse, je suis un caillou. Hein. Donc voilà. Donc la vitesse de décrochage, elle a une valeur minimale. Il faut que je sois toujours au-dessus. Problème, quand je me mets en virage, ben, il faut que j'augmente ma vitesse parce que la vitesse de décrochage minimum augmente aussi. Donc il faut que je sois plus rapide en virage pour pas décrocher qu'en ligne droite. En gros, un avion, il plane mieux comme ça que comme ça. Si on peut voir comme ça, hein, dans l'idée. Ok. Et la formule, c'est pareil, je vous la donne comme ça, vous devez juste retenir. La vitesse de décrochage en virage, c'est la vitesse de décrochage en rectiligne, en palier, fois racine de n. D'accord? Avec n qui vaut 1 sur cos θ. C'est un peu chiant ces 2 formules, mais en fait c'est des formules magiques que vous pouvez connaître juste comme ça et voilà. Et qu'on appliquera dans quelques exemples. Ok? Bien entendu, la vitesse de décrochage elle varie avec plein de choses. La masse, l'altitude, la configuration de l'avion, la puissance de l'avion, de plein de choses. Ok? C'est pas très important. Ok? Et le NB, on s'en bat les couilles. Ce que je vous propose, après on a fini le manuel, je crois. C'est le dernier module. Hein. Ouais, après c'est que le module anglais. Ah non, c'est le module qu'on fera la semaine prochaine. Bon, mais vous savez quoi? On va s'arrêter pour aujourd'hui. Je pense que c'est déjà assez chargé. La semaine prochaine, on redémarrera. On reprendra un peu tout ça rapidement. Non, pas la semaine prochaine, à la rentrée, pardon. On reprendra un petit peu ça rapidement pour se remettre les idées dedans et voilà. Ok? Ce que je vous conseille pendant les vacances, c'est de regarder un petit peu ce qu'on a fait sur ces 2 premiers modules. D'accord? C'est vraiment le cœur du BIA. Et de commencer à regarder aussi des vidéos d'histoire. C'est plus simple de regarder de temps en temps. Les vidéos d'Aero Angel, elles sont pas mal. L'histoire, ça va être le plus dur parce que c'est que du par cœur. Donc il faut le regarder régulièrement si vous voulez avoir l'espoir de retenir des choses. Ok? Donc l'histoire, toute la première partie jusqu'à la Première Guerre mondiale, vous pouvez la regarder. Et quitte à en regarder qu'une vidéo par jour ou 2 vidéos par jour, c'est des vidéos de 5 à 10 minutes. Et de les regarder 2-3 fois en tout dans l'année, ce sera bien. Parce que tout apprendre au dernier moment, je peux vous le dire, j'ai essayé de le faire pour l'examen, ça passe pas. Hein, c'est chaud. Voilà. Donc voilà.